C'est une tendance générale très nette. Ici à Nantes, on est plutôt en pointe sur ces questions-là. Je voulais juste mettre en perspective ce que vous venez de dire, Monsieur Retière, avec un chiffre qui a été cité ce matin, le fameux chiffre des 80% des Français qui aspirent à la maison individuelle. Et c'est pas à vous d'ailleurs que j'ai posé la question, c'est plutôt à votre voisin qui est sociologue, Stéphane Chevrier. Comment concilier la vision de la ville, la ville de Monsieur Retière, pardonnez-moi l'expression, avec les aspirations des Français telles qu'on l'entend à travers ce chiffre? Bien, tout d'abord, merci de m'accueillir. Alors, si vous voulez, le constat qu'on fait lorsqu'on fait des études sociologiques auprès des accédants à la propriété, c'est que ce qu'on appelle l'aspiration individuelle, finalement, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez difficile à saisir, parce que on se rend compte qu'il y a une anecdote qui est toujours intéressante à révéler, si vous voulez, c'est que lorsqu'on fait des entretiens, très souvent les personnes qu'on rencontre, donc qui veulent accéder à la propriété, leur premier réflexe, c'est de dire moi, finalement, ce dont je rêve, une des personnes du couple, en tout cas, l'évoque très souvent, c'est une petite ferme au milieu de la campagne. Vous voyez, comme s'il y avait une espèce d'imaginaire de la maison, du logement, qui serait une espèce d'archétype. On appelle ça un archétype en langage un peu... C'est la petite maison dans la prairie. Voilà, c'est la petite maison dans la prairie. Et quand on va voir les mêmes personnes 6 mois, 1 an ou 18 mois plus tard, ils ont acheté tout à fait autre chose. Vous voyez ? Donc il y a une espèce d'imaginaire de la maison qu'on trimballe un peu tous, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui va très vite se heurter à des réalités très concrètes de la vie, tout simplement amener ses enfants à l'école, accéder à un réseau de bus, accéder à des services, accéder à de la centralité, et qui n'est possible évidemment que lorsqu'il y a de la densité, parce que monsieur l'évoquait tout à l'heure, si on développe un réseau de transport en commun, par exemple, tout simplement, et bien évidemment, quand on connaît le prix que ça coûte, il faut qu'il y ait des voyageurs, et donc il faut qu'il y ait de la proximité, enfin des voyageurs potentiels à proximité de ces stations. Est-ce que c'est justement ces aspects-là, transport en commun, nouvellement apparus finalement, est-ce que c'est des critères qui commencent à rentrer en ligne de compte de manière forte? C'est-à-dire que ce qui est compliqué pour un accédant à la propriété, pour un client, pour un prospect, c'est toujours cette espèce de tension qu'il y a entre le choix d'une maison, vous voyez, le choix d'un logement, le choix d'équipement, le choix de matériaux, et puis de l'autre, le choix d'une localisation. Et évidemment, ce qui a très souvent beaucoup de valeur, c'est les services qui sont associés à cette localisation, des services qu'on pourrait qualifier d'urbains. Et donc, on a très souvent des accédants à la propriété qui sont dans l'obligation de faire des choix contradictoires. C'est-à-dire qu'ils veulent très souvent de la centralité, mais avec une qualité d'environnement, avec des voisins qui ne soient pas trop près, vous voyez, donc déjà une forme de contradiction, et puis dans le même temps, accéder à un objet qui est une maison, qui ait un certain nombre de qualités. Et la seule façon de résoudre cette équation un peu complexe, c'est d'avoir le budget qui va bien. Mais très souvent, bien évidemment, le budget ne va pas bien, et donc il y a des arbitrages à faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle les aspirations individuelles des clients, elles sont extrêmement contradictoires. Elles sont tout le temps travaillées par cette contradiction. Et vous voyez comme moi ce qui est proposé à la télévision. Il y a beaucoup d'émissions sur le logement, sur l'habitat, sur les maisons. Il y en avait encore hier. Hier, il y en avait ne serait-ce que 2, par exemple. Là, on voit en prime time, donc on voit bien l'importance de tout ça. Eh bien, il y a des émissions qui centrent leur programme sur l'accompagnement, le choix. Et on voit bien en quoi ce choix est quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'entre ce que je choisis lorsque j'entame ma démarche et ce que je vais réellement acheter, il y a un travail, une dynamique qui s'est mise en place. Et finalement, les choix peuvent être assez différents l'un de l'autre. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de figé, on n'est pas face à quelque chose qui est un monobloc, un client qui voudrait ça et qui achèterait ça. On est dans quelque chose qui est une dynamique, un processus extrêmement contradictoire, encore une fois. Sur ce rapport avec la densité, comment, là aussi j'imagine que ce n'est pas si simple, mais comment les Français, quel est le rapport des Français avec la densité? Alors, je viens d'une agglomération qui n'est pas très loin de Nantes, qui est Rennes. Simplement pour vous situer, les évolutions qui peuvent avoir eu lieu, pour nous, il y a un certain nombre de choses qui vont de soi.
Mais lorsque le métro de Rennes a été construit, c'est-à-dire à la fin des années 90, la question de la densité n'était absolument pas présente. Elle était contestée, cette question de la densité. Aujourd'hui, la question de la densité dans les grands centres, dans les grandes agglomérations urbaines va de soi, mais on voit qu'il y a un cheminement qui a été fait. La densité a été durant toute une époque rejetée. Elle s'est réimposée avec la SRU, elle s'est réimposée aussi à travers un certain nombre de grands projets. Et donc on voit qu'au sein même des professionnels, il y a un cheminement assez rapide qui s'est fait. On ne peut pas s'étonner que le Quidam, qui n'est pas professionnel de la question, reste sur des vieux schémas. Donc certains, évidemment, vont être demandeurs, pas forcément de densité, de service, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais dans le même temps, ils peuvent très bien aussi être demandeurs d'accès à une certaine qualité de l'intimité. Et je crois que c'est ça l'enjeu, si vous voulez. C'est comment arrive-t-on à proposer un haut niveau de service tout en préservant une haute qualité de la relation à l'intimité. Alors évidemment, il y a des formes qui sont, il y a des solutions qui sont plus propices à cela. Mais encore une fois, même quand on habite à 30 km d'une agglomération comme Nantes ou comme Rennes, on est un urbain, on est dans l'aire urbaine, on est un urbain, même si on habite dans un cadre qui peut paraître très bucolique, avec des attentes d'urbain. Donc plus qu'une attente de densité, c'est une attente de service, et qui se diffuse progressivement à mesure que les pôles urbains se développent. Malgré tout, la question des formes que vous évoquiez est importante. Est-ce qu'il y a des formes plus ou moins adaptées et là, il y a un chiffre qui a été cité ce matin qui était intéressant par rapport aux Pays-Bas, pays fort dense, avec un taux de pénétration, si je peux dire comme ça, de la maison individuelle extrêmement fort. Je crois que c'était 87%, on me corrige si je me trompe. Qui montre bien qu'on peut arriver à avoir des territoires denses avec des maisons individuelles. Est-ce qu'il y a des formes qui sont plus adaptées que d'autres? J'imagine que oui, mais comment ça s'organise tout ça? Alors, la densité n'est pas en lien direct avec la forme urbaine. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans certains quartiers, vous parliez des Pays-Bas, de mémoire, un quartier d'Amsterdam qui s'appelle Bornéo a un très haut niveau de densité de maisons individuelles. Quand dans le même temps, on peut avoir de l'habitat collectif qui va être finalement proposer des densités beaucoup plus faibles. Je crois que la question n'est pas la forme de l'habitat. Là, ce sont des arbitrages internes à chaque collectivité, internes entre les acteurs. C'est plutôt la qualité de la densité. C'est-à-dire que plus qu'en faire un enjeu quantitatif, c'est un enjeu qualitatif. Alors, qualité évidemment des espaces publics, puisque l'enjeu est extrêmement important. On voit bien que dès qu'on densifie, il faut soigner les espaces publics. Et de ce point de vue, le tissu pavillonnaire des années 50 était d'une qualité, proposait des espaces publics de très faible qualité. Donc une qualité de l'espace public, mais une qualité de l'espace public qui soit articulée avec l'espace privé. C'est-à-dire que c'est dans ce jeu-là que aussi se construit la qualité. Parce que, encore une fois, je crois qu'à travers la densité, la vraie question, si je peux me permettre pour un sociologue en tout cas, la vraie question c'est comment j'habite avec les autres, comment je cohabite avec les autres, dans la ville et dans ma maison, comment je peux, et vous l'avez évoqué monsieur, comment je peux être à la fois seul et avec les autres et réguler finalement cette relation aux autres, sans être victime des nuisances sonores, les nuisances visuelles, etc. Et donc, mais tout en ayant aussi une possibilité d'ouverture aux autres. Et donc trouver ce bon... Alors c'est évidemment pas simple, et c'est évidemment aux acteurs locaux de trouver la bonne équation dans cette régulation-là. Et le fait qu'on ait moins d'espace aujourd'hui, qu'on ait des contraintes environnementales plus fortes, suppose de réinterroger finalement, vous voyez, ce rapport entre les échelles et ce rapport entre mon intérêt personnel et l'intérêt aussi du collectif. Merci.